sur le comptoir de la psychologie. Dans cet épisode, aujourd'hui, je reçois Vélina, qui est psychologue et qui est directrice du programme de santé mentale chez Alan. Alan, c'est l'assurance santé qui fait simple et qui adresse la problématique de la santé mentale en entreprise et en dehors également. Vélina vous parlera un petit peu mieux de son parcours, de son travail et aussi de Alan. C'est un épisode où vraiment on se tourne vers le regard d'une psychologue en entreprise qui est soucieuse de la santé mentale au travail. Vélina nous partage son constat, ses réflexions, les représentations du travail et comment elle exerce son métier de psychologue. Je voulais vraiment remercier Alan qui sponsorise l'épisode et qui donc a permis la réalisation de notre échange. Merci pour votre travail et pour ce plaisir à travailler ensemble. Je vous laisse rejoindre l'épisode et je vous souhaite une très bonne écoute. Donc ravie de te rencontrer Vélina un petit peu plus et que tu viennes sur mon podcast me parler de ton parcours parce que je suis très curieuse d'en savoir un petit peu plus sur ton cheminement de passer de l'hôpital, puisque tu as travaillé à la Salpêtrière, jusqu'à l'entreprise. Est-ce que tu peux nous résumer, nous parler un petit peu de ce parcours ? Je te remercie déjà beaucoup pour ton invitation et moi aussi je suis ravie de pouvoir parler de tout ça parce que c'est aussi des sujets qui me tiennent beaucoup à cœur. Donc pour résumer mon parcours, moi je suis psychologue, je suis docteur en psychologie. Pendant 15 ans, j'ai travaillé à l'hôpital de la Salpêtrière dans le service de neurologie. J'ai commencé comme ça, j'ai commencé par une thèse sur la prise en charge des familles, aussi dans la maladie d'Alzheimer, parce que je me rendais compte en fait à quel point les maladies pouvaient avoir un impact aussi sur l'entourage. J'ai également fait un master en neurosciences cognitives, parce que je trouvais le domaine des relations entre le cerveau et les pensées et le comportement excessivement intéressant. Et donc ça m'a permis d'apprendre aussi énormément de choses. Ça m'a permis de voir à quel point aussi nos comportements étaient aussi liés à la façon dont notre cerveau fonctionne, à la façon dont les apprentissages se font aussi, à la génétique également. Tu as en tout cas bien balayé toute la partie plus TCC, neuro, enfin c'est ce qui t'a le plus animé au départ. Exactement. Oui. Et donc je me rendais quand même compte en fait avec toutes les années pendant lesquelles j'ai travaillé à l'hôpital, à chaque fois je me suis rendu compte à quel point c'était difficile pour les gens de consulter, à quel point ils pouvaient attendre pendant très longtemps avant de demander de l'aide et donc c'est un point très important je pense qu'il faut petit à petit aborder et je pense que c'est très important d'aller vers la santé mentale de cette façon et de faire de la prévention. Donc quand il y a eu le confinement, j'ai créé un projet qui s'appelait Planète Psy qui consistait à donner beaucoup d'informations sur Instagram sur différents problèmes, notamment les crises de panique, la dépression, l'anxiété sociale aussi, d'autres phobies. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point les gens avaient besoin de ces informations-là, qu'ils n'allaient pas forcément les chercher aussi aux bons endroits, qu'il y a énormément aussi de charlatanisme, de gens qui expliquent des choses qui sont fausses aussi, et à quel point c'est difficile pour les gens de se repérer dans tout ça, et à quel point, finalement, ils vont rester comme ça sans solution pendant plusieurs années. Et on sait qu'en France, par exemple, l'errance diagnostique peut aller jusqu'à 7 ans pour certaines maladies, avec toutes les conséquences que ça comporte à la fois pour le patient, parce que la prise en charge va se retrouver complètement modifiée, et en fait, il y a une meilleure espérance aussi, disons que la façon de traiter le problème en fonction de s'il est pris en charge rapidement, elle va être complètement différente de si en beaucoup d'années où les choses s'installent aussi, avec toutes les répercussions que ça comporte aussi et que ça implique pour l'entourage de la personne malade. Il y a toutes les difficultés d'accès aux soins également, avec évidemment de véritables déserts médicaux où les gens ne savent pas forcément vers qui se tourner. Et puis des fois, oui, il y a évidemment tout le manque aussi de professionnels. C'est pas évident de pouvoir les contacter, c'est pas évident de pouvoir prendre rendez-vous. Moi, je sais que même à l'hôpital de la Salpêtrière où je travaillais, des fois les rendez-vous étaient... on devait attendre pratiquement 8 mois pour avoir une consultation pour certaines problématiques, notamment pour la prise en charge des enfants quand ils avaient certaines maladies. Et du coup, qu'est-ce qui fait justement que tu as débarqué dans le milieu de l'entreprise ?
Vraiment, toute cette idée de prévention me tenait énormément à cœur. Et donc, avec ce projet-là, en fait, j'ai vu aussi ce qui se faisait chez Alan, qui a vraiment une idée de prévention à la base. Donc, c'est pas juste on va traiter les troubles quand ils se présentent, mais prévenons les problématiques avant qu'elles apparaissent, avant qu'elles s'aggravent. Et Alan est très attaché à ça. Et notre service Alan Mind va porter également sur toute cette idée de prévention en entreprise, prévention auprès des employés, prévention auprès des managers, afin que les choses puissent devenir plus faciles, plus abordables aussi, et qu'on puisse s'adresser aux personnes bien en avance, avant que les problèmes s'installent de manière beaucoup trop grave. On peut parler par exemple du burn-out. Des fois, on voit à quel point il peut être difficile pour les gens de s'en sortir, et à quel point ce sont des choses qui s'installent progressivement. Et je pense que plus on agit en avance, mieux c'est, et plus on va réussir à prévenir certaines problématiques qui sont très graves. Après, c'est vrai que je trouve que, en effet, dans le contexte, dernièrement, il y a eu plusieurs difficultés qui ont été mises en avant, et à côté de ça, donc plusieurs entreprises ou même voilà, l'État s'est beaucoup intéressé à la santé mentale de la population, mais pour moi, ça a quand même toujours existé, cette souffrance au travail. Je me souviens même quand il y avait les suicides chez France Télécom, enfin, le ministre du Travail, il me semble qu'il avait mis en place un plan national pour percevoir tous ces risques psychosociaux, et ça n'a pas donné forcément grand-chose en termes de changement. Donc toi, c'est vrai que tu parles de ce qui se passe aussi en amont, en termes de prévention, mais j'ai quand même la sensation que c'est difficile de penser à la santé mentale au travail, ou même la santé mentale du travailleur, c'est pas pareil d'ailleurs, sans avoir une réflexion aussi de fond sur ce système du travail. Bon, bien sûr, il s'agit de beaucoup de choses qui se mélangent, je pense. Mais d'une part, il faut savoir que l'entreprise a une obligation légale d'assurer la sécurité de ses employés et de s'occuper de sa santé, en fait. Donc, il s'agit à la fois de la santé physique et de la santé mentale. Et c'est vrai que c'est plus facile de s'adresser à la santé physique. On a moins de préjugés, on est moins gêné pour ça aussi, on a moins l'impression d'être intrusif aussi. Mais en fait, je pense aussi que la santé mentale doit devenir tout simplement une part entière de la santé, et qu'on devrait s'en occuper de la même manière qu'on va proposer des cours de sport aux employés. Parce que c'est facile, évidemment, de leur proposer du sport, de l'alimentation saine, des journées de cohésion, des choses comme ça. Mais en fait, dès qu'on parle de santé mentale, en fait, on touche à tous les préjugés que cela comporte, tous les tabous aussi. C'est difficile en France d'en parler. On est un des pays quand même dans lequel on a du mal à dire quand on est déprimé, quand on a une phobie, quand on a une difficulté. C'est terriblement difficile de le dire aux autres. Moi, je vois des gens qui vont le cacher même des fois à leur famille, à leur entourage très proche, parce qu'ils ont honte, parce que ça rime un peu à de la faiblesse, alors que c'est pas le cas. Et il faut vraiment que petit à petit, on arrive à se dire que non, la santé mentale, en fait, ça touche tout le monde, qu'on peut tous avoir une difficulté à un moment donné. Et ça peut être vu de différents angles. Évidemment, il s'agit pas que l'entreprise remplace, en fait, ce qui peut être fait en individuel, mais il est important d'adresser certains problèmes. Et effectivement, actuellement, le travail en entreprise comporte aussi des risques. Et les choses ont changé, hein, évidemment. Il y a certaines choses qui se sont améliorées avec les années. Globalement, peut-être la pénibilité, les conditions d'hygiène qui sont améliorées. Les conditions de vie s'améliorent. Mais il y a aussi de nouveaux risques qui sont apparus. Notamment les objectifs très élevés, les attentes qu'on va se mettre soi-même, que les autres vont mettre aussi sur nous. On est aussi obligé de faire de plus en plus en temps très très réduit. Et puis une organisation aussi avec une pression qui est beaucoup plus importante en fait globalement, qui vient souvent des managers, mais les managers aussi de la pression. Et en fait c'est important de faire les deux. En fait le but c'est pas de dire que il y a que les employés qui doivent être pris en charge, parce que moi je vois énormément de managers, des personnes qui travaillent aux ressources humaines, qui ont énormément de difficultés aussi.
Et c'est hyper important de pouvoir en fait aider tout le monde. Et il y a moyen de... Donc oui, l'entreprise à la base peut-être n'est pas censée faire ça, mais je pense que en fait ça se fait déjà depuis très très longtemps. Et ça existe, hein, les psychologues au travail, comme tu le dis, ça existe depuis très longtemps. On essaie de prévenir les risques psychosociaux. Mais c'est là où je pense que c'est important qu'on agisse plus vite, c'est faire de la prévention, expliquer certaines choses. Et moi qui a vraiment une formation en neurosciences, je vois à quel point en fait il y a certaines choses qu'on peut expliquer qui sont très très simples, notamment dans la gestion du stress, à quel point on peut aussi trouver des méthodes qui agissent, qui peuvent être très faciles à mettre en place et que les personnes ne connaissent pas forcément. Et c'est un peu la même chose quand on se dit, mais les enfants, on a moyen aussi de vraiment de pouvoir les aider à gérer leur stress encore à l'école, en leur montrant des techniques toutes simples pour le faire. Et c'est la même chose en entreprise. On peut aussi montrer aux employés, aux managers, comment gérer le stress d'une manière plus efficace avec des techniques qui vont prendre parfois juste 5 minutes dans la journée, qui sont très très simples, mais qui vont vraiment venir agir sur certains systèmes de stress. Et en fait, ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est aussi tout ce stress qui vient, en fait, quand je disais les nouveaux risques qui sont apparus, il y a aussi tout cet état d'alerte qui est permanent, qu'on n'arrive pas à couper. Parce qu'il y a tout le côté, déjà, le droit de la déconnexion, mais qui n'est pas forcément respecté toujours. Les gens ont du mal aussi, quand on regarde toute cette pression qu'on se met sur soi-même, l'envie de réussir, l'envie de bien faire, on a du mal à se déconnecter. Et c'est ça qui est devenu compliqué, ce qui fait que on est dans un état d'alerte permanent. On n'arrive plus à se couper du travail. Par exemple, à midi, on va déjeuner avec les collègues. Il y a 80% des personnes qui vont déjeuner avec leurs collègues, mais finalement qui vont parler pendant cette pause-là, vont aussi parler du travail. Le week-end, on va aussi avoir du mal à se couper du travail à cause des mails, à cause des téléphones. On va continuer un petit peu à travailler, on va avoir son ordinateur, on va ouvrir son ordinateur, on va le faire. Et en fait, c'est toute cette prévention de comment faire pour aider les gens à mieux gérer ce mélange et ce flou qui se crée aujourd'hui entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et on voit à quel point les demandes portent sur ça, sur mais comment je gère aujourd'hui ma vie professionnelle et comment je protège aussi ma vie personnelle face à tout ça. Et il y a une étude qui a été faite chez des généralistes et on voit que chez les personnes qui présentent des états d'anxiété, de stress, qui vont consulter des généralistes, le travail va venir en cause numéro 1. Elle va dépasser d'autres problèmes, d'autres problématiques qui étaient beaucoup plus présentes avant. Aujourd'hui, quand on consulte pour de l'anxiété et du stress notre généraliste, généralement ça va être à cause de difficultés au travail. Il y a une autre statistique qui est très importante. On sait aussi qu'il y a 1/3 d'entre nous qui est concerné par le stress au travail, avec tous les risques évidemment que ça comporte pour la santé physique, la santé globalement, et pour évidemment toutes les répercussions que ça va aussi avoir sur notre qualité de vie, sur nos relations à l'extérieur du travail aussi, parce que on va avoir énormément de choses qu'on va mettre de côté quand on a une pression de travail. Oui, mais ce que je me dis aussi, c'est cette idée que de base, le mot travailler, étymologiquement, c'est la torture. Il me semble qu'il y a toute cette représentation de torture, de contrainte. Donc c'est comme si aussi, de façon originelle, dans le travail, il y avait quand même une idée de la souffrance. Et ces dernières années, justement, on assiste à ce changement de paradigme, puisque non seulement on ne veut plus percevoir le travail comme un lieu de souffrance, mais on veut penser aussi au sein même du travail le bien-être individuel, enfin en tout cas la possibilité à se sentir plutôt apaisé en allant sur ce lieu-là. Donc est-ce qu'on peut forcément penser le travail comme un moment, un lieu où l'épanouissement est possible ? C'est-à-dire que moi je perçois pas l'idée de créer dans le travail le bonheur absolu, parce que c'est aussi ok d'avoir envie d'être plutôt chez soi, hein, tant mieux, c'est qu'il y a des choses satisfaisantes qui doivent s'y passer, mais
de voir cet équilibre avec son lot de satisfaction au boulot et de contraintes, et donc de se dire, est-ce que voilà, dans cette organisation-là, on peut vraiment aller vers quelque chose de l'ordre de l'épanouissement? Oui, et je te remercie beaucoup de soulever ce point qui est très très important, parce que c'est vrai que le travail parfois va rimer à de la souffrance, à des difficultés, et en fait ça touche à toutes les représentations qu'on a dans notre tête face au travail, et qui devrait aussi changer, qui devrait être travaillé. On le voit beaucoup dans le burn-out, cette représentation aussi de, ben finalement, on doit souffrir au travail, on doit s'épuiser, avec des personnes qui sont vraiment dans des schémas comme ça de sacrifice. Et ce sont des schémas qui sont très importants à travailler. On voit aussi des personnes qui sont maltraitées au travail et qui n'arrivent pas à décrocher, parce qu'il y a tout un système, en fait, qui est installé déjà à cause de différentes choses, hein. En fait, je pense que c'est vraiment multifactoriel. Il y a aussi notre histoire de vie qui fait que on va être plus ou moins perfectionniste, par exemple, et ce qui fait que assez facilement on peut se faire piéger dans des situations qui sont très complexes. Et c'est là où on voit à quel point finalement le personnel va se lier aussi au professionnel, et à quel point on peut pas dissocier les deux choses, parce que quand on vient au travail, on vient aussi avec notre propre personnalité, avec notre propre histoire, et à quel point le travail va toucher aussi à des choses qui finalement touchent le personnel et qui sont liées à notre passé. Et en fait, c'est là où on va avoir aussi du mal parfois à se détacher de certaines situations. Je te disais typiquement dans le burn-out ou dans certaines situations de harcèlement, à quel point les gens n'arrivent pas à s'extraire de certaines situations difficiles. Et je pense que c'est ici qu'on peut aussi agir, et c'est ici qu'on peut apporter des réponses aux gens, parce que le domaine du personnel et le professionnel sont très liés. Et c'est là où on peut faire de la prévention aussi, pour leur dire, mais finalement, qu'est-ce que c'est l'affirmation de soi? Qu'est-ce que c'est le harcèlement? Et je vois à quel point c'est compliqué aussi de savoir s'affirmer en entreprise. Il y a énormément de gens qui demandent de l'aide par rapport à ça. Nous, on a fait un petit sondage chez Alan pour demander en fait quels sont les besoins des personnes. On a fait un webinaire sur le syndrome de l'imposteur qui était très 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 apprécié. Il y a énormément de personnes qui ont participé, énormément de personnes qui ont pu aussi dire comment elles ressentaient les choses. Ça a permis aussi de pouvoir en fait partager avec les autres, de voir que on a tous la même difficulté, de se sentir un peu à la fois écouté, compris, de voir qu'on n'est pas seul dans la situation. Et c'est des petites choses qu'on peut faire. Là, on l'a fait par exemple pour le syndrome de l'imposteur, mais le but, c'est justement de le faire pour d'autres domaines, typiquement l'affirmation de soi, le harcèlement au travail, comment communiquer, comment prévenir les conflits. Pour les ressources humaines aussi, c'est comment communiquer avec les autres. Et il y a énormément de choses aussi à faire avec le télétravail. Le confinement a mis vraiment, il a cristallisé toutes les difficultés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on retrouve des pourcentages de troubles et des difficultés qui sont vraiment en explosion. Là, on est à 27% pratiquement de personnes qui peuvent souffrir de troubles dépressifs. On est à 25% de troubles anxieux. Et en fait, on voit à quel point maintenant, tout est en explosion. Les cabinets des psychologues sont complètement débordés. Il n'y a plus de place. Les gens n'arrivent plus à prendre un rendez-vous. Moi, c'est ce que je constate de manière générale. Donc vraiment, les gens vont très mal. Donc c'est pas parce que le confinement s'est arrêté que les troubles psychologiques se sont arrêtés, et au contraire, on est dans une installation très progressive de difficultés qui ont commencé pendant le confinement ou qui se sont aggravées pour des personnes qui avaient déjà des problèmes. Et là, on va être en train de gérer une vague énorme qui vient, une vague psychiatrique. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de psychiatres qui travaillent sur ça actuellement et qui essayent de prévenir et de dire, mais regardez ce qui se passe, et il y a vraiment des difficultés qui se sont vraiment installées et qu'on va avoir à gérer pendant les 10 années à venir. Donc c'est quelque chose de très important, la santé mentale aujourd'hui, parce qu'il y a une explosion vraiment importante de ces troubles-là, et qu'on va se retrouver un peu, et peut-être que ça sera vraiment la priorité des prochaines années, de prendre en charge la santé mentale. Et je pense que
Il n'y a pas que l'hôpital ou les cabinets privés qui devraient le faire, parce qu'il y a énormément de choses à faire en avance, en amont déjà, que c'est pas forcément j'ai besoin d'aller voir un psychologue, parce que je vous disais, les gens, ils ont tendance à attendre beaucoup avant d'aller consulter un psy. Et c'est là le problème. Mais en fait, il y a énormément de choses à faire. Et comme tu disais tout à l'heure, le travail n'est pas seulement une souffrance et ne devrait pas rimer avec souffrance, mais au contraire, le travail est quelque chose de très structurant. Donc le travail peut être vu aussi comme une ressource qui peut nous structurer, une ressource qui crée notre identité quelque part aussi. C'est important de le voir comme ça, c'est de voir à quel point on peut aussi se construire grâce au travail, à quel point ça peut être formateur, à quel point ça peut nous apprendre des nouvelles choses sur nous, et à quel point finalement ça peut nous apporter. Et on l'a vu aussi pendant le confinement, le fait d'arrêter le travail. C'est aussi une ressource qui nous faisait tenir face à d'autres difficultés. Et à quel point finalement c'est quelque chose qui peut structurer. Donc c'est pas seulement une souffrance. Évidemment, il y a cette dichotomie entre oui, le travail ça peut être une souffrance, il y a énormément de choses qui peuvent être difficiles, il y a cette bipolarité souffrance et ressources. Mais c'est aussi le voir d'une manière où on peut finalement s'épanouir, on peut se développer, on peut se construire, on peut développer son identité, développer ses compétences, développer son sentiment d'efficacité personnelle, se sentir reconnu. Et on voit aussi à quel point la reconnaissance au travail est importante et à quel point elle va intervenir comme facteur protecteur. Donc on sait que par exemple, peu importe le stress, peu importe les horaires de travail, finalement si on se sent reconnu, c'est quelque chose qui va nous protéger face à certaines problématiques. Oui, c'est vrai que dans la question du travail comme aussi faisant partie d'un processus identitaire, là je te rejoins parce que peut-être qu'il y a beaucoup notamment des psys qui ont l'impression que la souffrance au travail, ou en tout cas l'investissement au travail, ça peut être aussi une défense de ce qui se passe sur le plan perso, mais je pense que on peut pas nier que le monde du travail, c'est un champ tout autant saillant que la vie perso, la famille. Et d'ailleurs, on parle souvent de cet équilibre entre l'amour, la santé, le travail. C'est toujours des questions qui reviennent de comment ça va la vie perso, comment ça va le boulot. Et donc, le travail, c'est aussi ce lieu où sont projetées certaines choses qui se rejouent comme de partout, des expériences, des relations qui ont été vécues antérieurement. Il y a des investissements, ça peut être narcissiquement valorisant ou au contraire assez pauvre, voire blessant. C'est un lieu de rencontre, donc il y a quand même l'idée de faire plusieurs tâches ensemble, d'avoir des objectifs communs. Après, pour moi, il y a vraiment cette idée quand même de différencier la fragilité des situations et la fragilité des individus. Et que dans le milieu de l'entreprise, il y a aussi cette idée de questionner sur la façon dont est organisé le travail. C'est-à-dire que il faut pas que la psychologie de l'entreprise soit une façon de se dédouaner d'une responsabilité de l'entreprise à ne pas malmener, si tu veux, ses employés. Et que parfois, quand il y a une souffrance des fois très importante dans certaines entreprises, je trouve qu'il y a une réaction un petit peu de mettre des psys un peu pompiers pour ne pas entendre aussi la part de responsabilité de certaines boîtes. Et ça me questionne, par contre, parce que je pense que l'entreprise a vraiment son rôle à jouer dans la santé mentale, mais dans la façon d'accompagner aussi le bien-être au travail, mais peut-être pas dans la prise en charge individuelle de la souffrance des individus. Parce que je pense que tout le travail, c'est aussi de penser donc des solutions facilitées, aussi des temps de pause, des espaces plus apaisants, de pourquoi pas mettre en place, comme tu dis très bien, des temps où on réfléchit à ce que ça provoque le stress, etc. Mais par exemple, je me dis que pour commencer un travail thérapeutique, je pense qu'il faut quand même que ce soit un espace qui est différent du travail, comme de la famille par exemple. Quand on va voir un psy, et quand un psy d'ailleurs reçoit un patient, même en cabinet privé par exemple, dans son bureau, il y a aussi l'idée qu'il lui offre un temps en marge, un temps assez différent de ce qu'il connaît, le patient, de là où il s'exprime habituellement, parce qu'il va adresser des choses à quelqu'un qui ne représente ni la famille, ni l'employeur, ni qui que ce soit, le conjoint, etc.
Et c'est au thérapeute après de prendre en compte l'individu faisant partie de ce système, mais ça sera toujours au regard de son vécu à lui. Donc comment toi tu perçois que justement, comment l'entreprise peut prendre en charge cette souffrance sans peut-être pas se jouer comme un nouveau thérapeute qui ne peut pas non plus entendre tout ce que peut vivre aussi un individu, tout ce qu'il peut projeter sur son lien au travail quand il vient le matin au boulot. Oui, puis je te rejoins complètement sur le côté, il faut pas qu'on dise aussi que finalement c'est le problème de l'individu. Il y a énormément de choses, énormément de questions à se poser sur toute l'organisation du travail. Et je pense que c'est une partie très importante. On voit à quel point la crise a accéléré évidemment la détresse psychologique des salariés, mais l'entreprise a aussi un rôle à jouer dans la prévention, dans l'organisation de toutes les tâches, dans la communication aussi. Et ce sont des choses excessivement importantes. Après, je pense que oui, il y a toute la partie très personnelle de je vais prendre un rendez-vous avec un psychologue, et ça appartient complètement à la personne. Je suis d'accord avec toi. C'est quelque chose de très personnel. En même temps, ça n'empêche pas de faire de la prévention. Et ça, c'est vraiment un domaine qui est important. Et l'entreprise peut le faire. Et on voit à quel point une entreprise peut rendre malade, finalement. Donc, l'entreprise peut nous rendre malade avec des exigences, avec des structures qui sont pas adaptées, avec une organisation du travail, par exemple, qui n'est pas adaptée, ou justement des techniques managériales qui posent problème. Donc ça, c'est vraiment des questions qui sont très importantes à se poser. Et quand, par exemple, quelqu'un souffre d'un burn-out, il y a tout un tas de questions à se poser. Et c'est pas seulement la personne qui est en cause, mais aussi, mais qu'est-ce que ça touche autour, et quelle est la structure, et quelle était l'organisation aussi qui a permis d'arriver à cela. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Donc c'est important que ces questions-là soient vraiment posées, qu'on réfléchisse à ce qui se passe. Et je pense que c'est très important que l'entreprise le fasse. Évidemment, c'est quelque chose d'essentiel. Oui. Donc ça, c'est une partie des choses. Et on voit, par exemple, récemment, j'ai assisté à une conférence sur le burn-out, et on nous disait, mais dans le burn-out, on a peut-être 60% d'organisationnel, de choses qui touchent à l'entreprise, et de 40% de problématiques personnelles qui s'ajoutent. Et c'est là où finalement le personnel et l'entreprise vont être liés, parce qu'en fait on arrive avec notre propre structure, notre propre personnalité. On n'agit pas de la même manière face au stress. On n'a pas la même réaction. On n'est pas tous égaux face au stress aussi, face aux remarques des autres. On a des susceptibilités qui peuvent être différentes. Et c'est là où c'est important, du coup, d'apprendre aux gens, comme je te disais, pourquoi pas intervenir sur l'affirmation de soi, sur la gestion de conflits, pour que les gens soient capables de mieux gérer à la fois le stress, les demandes, le harcèlement, parfois, si c'est nécessaire, mais aussi, pourquoi pas aussi proposer des séances qui sont gratuites, et c'est ce que Alan Mind fait. En fait, la personne peut prendre rendez-vous avec un professionnel en plus, déjà, mais ça c'est quelque chose qui la regarde, mais déjà on sait que ça va être des consultations qui sont gratuites, et donc ça va être beaucoup plus facile de le faire. Ce sont des consultations qui sont en ligne aussi, donc ça permet aux personnes de pouvoir assez facilement se libérer pour assister à ce type de prise en charge. Parfois les freins des consultations, les gens le disent, je n'ai pas le temps de pouvoir aller consulter, prendre le temps de parfois, ça nécessite de prendre une demi-journée, ça dépend à quel endroit on se trouve. Et ce qu'on a fait, nous, par exemple, c'est, en fait, on propose 3 piliers différents qui permettent, en fait, d'aider à prendre en charge la santé mentale. Donc, à la fois, il y a une application de santé mentale qu'on peut utiliser soi-même, tout seul, sans que ça soit, sans que l'employeur ait quoi que ce soit à voir là-dedans. Donc, cette application de santé mentale permet juste de nous apprendre à mieux gérer notre stress, à travailler certaines pensées. C'est une application qui permet vraiment de pouvoir travailler certaines pensées qui sont erronées face à certaines situations. Vraiment, ça peut être de tout. C'est la personne qui va
quelle est la pensée qui l'embête, quel est son état et à quoi c'est relié. Par exemple, je me sens stressée, mais qu'est-ce qui me stresse? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est mon enfant? Est-ce que c'est d'autres choses? Et donc, ça, c'est accessible pour tout le monde? Pardon, c'est accessible pour tout le monde, justement, cette application? Oui, donc cette application est accessible à tout le monde. Elle s'appelle Alan Mind. C'est une application qui est formidable, qui a été vraiment centrée sur les techniques cognitives ou comportementales avec des exercices qui sont issus des thérapies cognitives ou comportementales, donc vraiment avec des questions très précises qui permettent petit à petit de passer d'une pensée qui va parfois être très irrationnelle, hein. On a tous des pensées irrationnelles dans notre tête. Des fois, on se dit « je suis nul » par exemple, « je suis nul, je vais jamais y arriver ». Et en fait, cette appli va vous permettre petit à petit de vous dire « mais qu'est-ce que je peux penser face à cette situation de plus réaliste, de différent, de plus neutre peut-être, ou juste de plus positif face à la situation ». Et en fait, déjà, il y a ce premier volet qui est vraiment très personnel. Donc on va pouvoir l'utiliser quand on veut, à la fréquence qu'on veut, sans avoir aucune obligation par rapport à cela. Après, il y a toute la partie workshop, webinaire proposée aux entreprises où là, on va adresser vraiment des sujets très importants qui peuvent toucher tous les employés, tous les managers. Et en troisième volet, c'est un troisième pilier, ça va être une plateforme de psychologues, de psychologues qui ont été choisis, des experts dans chaque domaine, où là, la personne, si elle le souhaite, c'est pas obligatoire, mais si elle sent qu'il y a une difficulté qui s'installe, des choses qui se maintiennent, ou vraiment il y a des répercussions sur son quotidien, là, elle peut décider de prendre un rendez-vous avec l'expert en question. Et je trouve que c'est important dans le sens où, en fait, je pense pas que les psychologues puissent tous faire la même chose. On est tous spécialisés dans une problématique ou dans une autre. Je pense par exemple à quelqu'un qui travaille avec nous sur Alan Mind, qui lui, il est spécialisé dans l'affirmation de soi, dans le syndrome de l'imposteur, dans l'anxiété sociale, dans la prise en parole en public. D'autres personnes vont être plutôt spécialisées dans l'anxiété, d'autres dans la dépression, d'autres dans les troubles bipolaires, d'autres dans le stress au travail. Et en fait, ça permet aux gens de pouvoir beaucoup plus facilement trouver la bonne solution pour leurs problématiques. Toi, en tout cas, tu recommandes l'idée justement de faire entrer aussi les psychologues dans le milieu de l'entreprise, parce que je trouve que c'est intéressant, tout le travail que t'amènes à l'entreprise, justement, de réfléchir à ces situations, à ces accompagnements, et on entend de plus en plus parler aussi des psychologues cliniciens, parce qu'avant on différenciait beaucoup les psychologues du travail qui étaient dans le côté très ressources humaines et les psychologues justement cliniciens des institutions, des hôpitaux, et je trouve que c'est vraiment ultra pertinent que tu amènes un regard où t'as été en contact avec les patients, t'as été dans les cliniques, à l'hôpital, et de pouvoir justement amener toutes ces connaissances et cette expérience que tu as eue pour créer un environnement différent. Oui, je te remercie de pointer ça, et vraiment je pense que c'est très important, et c'est pour ça aussi que ce travail me motive énormément, parce que je voyais toutes les choses qu'on peut faire en plus quand j'étais à l'hôpital, quand j'étais en clinique privée, et je voyais à quel point en fait il y avait des choses à faire en amont, à quel point on pouvait agir pour aider les gens. Et ça me porte vraiment, et c'est vraiment quelque chose qui a fait que j'ai accepté ce travail aussi. C'est que je me suis dit qu'on peut agir, mais à une beaucoup plus grande échelle ici. Parce que déjà, on va pouvoir dire aux gens qu'il y a moyen d'aller mieux. En fait, souvent, il y a cette idée derrière, quand on consulte pas un psychologue, on se dit, mais finalement, on va pas pouvoir changer. Il y a rien à faire. Ma problématique, elle est comme ça fait des années que je suis comme ça, je suis née comme ça, pour les gens qui sont anxieux, typiquement. Ils ont l'impression que jamais ils vont pouvoir changer. Et déjà pouvoir agir dessus, leur dire, mais vous savez, l'anxiété, oui, effectivement, on est plusieurs à être touchés, ça fait vraiment, c'est quelque chose de très fréquent. Mais il y a quand même des petites techniques qui peuvent être efficaces. Il s'agit pas de faire de la thérapie pendant 30 ans pour se sortir de ça, mais il y a quand même des choses à faire. Et sur le plan individuel, on peut aussi travailler sur ça. Donc, on peut travailler sur le plan d'une entreprise pour gérer le stress, pour apprendre et mettre en place des stratégies qui sont plus efficaces, pour mettre en place une organisation de travail
qui est plus saine aussi, ça c'est excessivement important. Mais il y a aussi des choses sur le plan personnel qu'on peut faire assez facilement et n'ayez pas peur de ça. Et c'est là où il y a toute l'intervention, je pense, où il faut briser les tabous petit à petit, il faut donner de l'espoir aux gens, il faut leur montrer que la santé mentale, oui, ça fait partie de tout le reste, qu'il faut qu'on apprenne aussi à prendre soin de soi. Et c'est tout un travail à faire en dehors des consultations psy. Et je pense que la psycho n'est pas juste une consultation psy qu'on va prendre avec un psychologue à un moment donné quand on aura envie, quand on se sentira aussi capable ou quand c'est vraiment nécessaire. Mais il y a la psychologie, elle peut être partout au quotidien où vraiment on voit à quel point oui, notre cerveau va façonner un peu l'interprétation qu'on va faire de l'environnement, des relations avec les autres. Rien qu'un exemple, ça peut être quelqu'un qui vous dit pas bonjour au travail. En fonction de ce que vous avez vécu sur le plan personnel, vous allez vous dire peut-être que cette personne est fatiguée, ou vous allez vous dire on ne m'aime pas, personne ne m'aime, ça a toujours été comme ça, jamais les gens vont m'apprécier. En fait, on va se déprécier rien qu'avec une simple action de l'autre qui n'a pas été forcément, qui nous était pas forcément adressée. Donc voilà à quel point on peut montrer aux gens qu'on peut avoir des pensées irrationnelles aussi qui se mettent en place, à quel point finalement il est possible aussi petit à petit de réfléchir différemment, de voir finalement notre propre fonctionnement et de se dire ah mais tiens là c'est ma petite fragilité, je sais que je réagis très fort face à ça et pouvoir déjà les aider à prendre de la distance face à leurs propres pensées petit à petit. Et comment je peux faire différemment, les aider aussi à voir quelles sont les actions différentes, comment on peut peut-être solutionner certaines difficultés d'une autre façon. Donc voilà, c'est pourquoi je vois cette partie prévention en fait plus en groupe, de qu'est-ce qu'on peut dire de différent et comment en fait intervenir sur la santé mentale de manière très très large, tout simplement en expliquant comment ça marche, le cerveau, de quoi on a besoin pour que le cerveau fonctionne, même sur le plan du travail, sur la concentration au travail, par exemple, sur la gestion du temps. Il y a énormément de choses à faire pour apprendre aux gens à mieux gérer leur temps au travail, mieux gérer la vie personnelle, mieux séparer les deux, savoir se déconnecter des écrans, par exemple, savoir s'affirmer. Et puis d'autres choses, quand ça touche le domaine plus personnel, savoir aussi prendre un rendez-vous si c'est nécessaire et savoir demander de l'aide et savoir se dire, tiens, peut-être que là, il est temps aussi pour moi de prendre soin de moi et de consulter. Mais là, on reste dans quelque chose qui est effectivement plus personnel, comme tu le dis. Et c'est à la personne de décider si elle a envie de le faire ou pas. Mais c'est beaucoup plus facile quand il y a une prise en charge financière, quand on sait qu'on peut consulter et que ça va nous coûter rien du tout. C'est beaucoup plus facile. Et le fait de le faciliter aussi par des rendez-vous en ligne, c'est aussi peut-être une première approche. Peut-être que la personne un jour aura besoin de voir un psychologue en réel, d'aller dans son cabinet, de prendre le temps encore plus pour se soigner. Mais déjà, c'est un premier pas vers une amélioration de la santé. Oui, vraiment, merci beaucoup Vélina, parce que je pense que tu ouvres vraiment une fenêtre de réflexion par rapport à où se situe justement la santé mentale. Et je trouve qu'en plus, c'est ultra intéressant ton regard, parce que, d'ailleurs, je pense que l'audience va le sentir aussi, toute cette bienveillance et cet investissement que tu donnes justement au travail de psychologue, et d'avoir aussi une représentation que le psychologue, en effet, c'est pas que celui qui est assis dans son fauteuil, dans son cabinet, mais qu'en fait, il y a plein de façons de penser ce métier et de rendre aussi co-acteur, le milieu de l'entreprise, même de plein d'autres milieux. Je pense que ça va vraiment amener cette idée-là, et je suis vraiment contente de t'avoir reçu sur ce podcast, parce que c'est un épisode qui est différent de ce que je propose et qui va permettre de pouvoir penser autrement aussi. J'aime rencontrer des professionnels qui ne font pas du tout ce que je fais au quotidien, pour justement amener cette idée que on peut avoir plein d'échanges, plein de façons de voir aussi ce qui peut convenir
sur le plan même individuel, et que c'est aussi des rencontres, et que sûrement ce que tu apportes au milieu de l'entreprise, c'est aussi dans ta façon d'amener, de réfléchir, d'investir ce milieu-là que les choses peuvent bouger. Et ces rencontres-là, elles sont super intéressantes. Et merci beaucoup pour tes questions super pertinentes et effectivement, je suis très contente de pouvoir intervenir et de porter ce message qui me semble très important parce que là, vraiment, je pense qu'on met la personne au centre des choses et on met l'individu au centre des problématiques et le but, c'est de pouvoir apporter plus de bien-être. Que ça soit plus de bien-être au travail, plus de bien-être pour savoir gérer le travail et la vie personnelle ou juste gérer son stress différemment. Ce sont des choses qui sont excessivement importantes et qui peuvent tout changer. Rien qu'une petite technique simple, parfois, qu'on explique aux gens, peut changer leur quotidien. Et c'est ça qui est très important. Et merci justement de comprendre ce message-là, de dire que finalement, la psychologie, c'est pas juste je prends un rendez-vous avec un psychologue, mais c'est aussi beaucoup d'autres choses en amont. C'est une compréhension de la vie, c'est une compréhension de soi-même aussi, vers laquelle on peut aller petit à petit. Et plus on arrive à se comprendre, plus on arrive à comprendre ses propres fonctionnements, et plus on peut aussi se protéger de certaines choses qui peuvent être difficiles, parfois certaines agressions un peu extérieures. Donc, merci à toi. Pour les personnes qui sont intéressées à voir les services qu'on propose, elles peuvent aller sur le site mind.alan.com/comptoir. Je le répète, c'est mind.alan.com/comptoir pour voir toutes les possibilités de prise en charge et d'action qui sont possibles. Très bien. Eh bien, je te remercie encore, Vélina, et puis toutes les personnes aussi peut-être qui veulent échanger, qu'ils n'hésitent pas à m'envoyer un mail ou me partager un petit peu leur avis, comme ça je pourrais te transférer les avis reçus, les messages, parce que souvent on aime bien des fois poursuivre un petit peu la réflexion et avoir quelques retours, donc j'imagine que tu serais assez contente aussi de recevoir les réflexions de chacun. Bien sûr, donc, merci beaucoup encore pour tes super questions et merci à tous d'avoir suivi cet épisode. À bientôt, salut. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle prise de vue. On attend avec impatience vos retours. Merci encore Vélina de t'être prêtée au jeu du podcast et merci Olivia d'avoir permis que l'épisode prenne forme. Je vous souhaite une bonne fin d'année et nous on se retrouve à la rentrée pour de nouveaux épisodes. Passez une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Salut!